Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce workshop de la communauté Les entreprises s'engagent du mois de mars. Aujourd'hui, nous allons passer 1 heure ensemble et nous allons aborder le sujet de l'intelligence artificielle et notamment la façon dont votre entreprise peut s'en saisir au service d'une politique de ressources humaines inclusive. Alors, comme d'habitude, vous allez retrouver de nombreux témoignages d'experts, mais aussi d'entreprises engagées qui vont vous partager les outils et les bonnes pratiques que vous aussi, vous pouvez utiliser. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à poser toutes vos questions à nos intervenants sur le chat pour que je puisse leur relayer. Euh, Peut-être que vous l'avez vu passer, mais récemment, la communauté des entreprises s'engagent s'est mobilisée sur ce sujet de l'intelligence artificielle, avec notamment la réalisation d'un rapport, mais aussi la mise en ligne sur notre site Internet de plusieurs modules de sensibilisation et de formation à ces sujets que nous allons également vous présenter. Et sans plus attendre, nous allons commencer avec Clara Michelini, qui est directrice des partenariats et de l'innovation au sein de la communauté des entreprises s'engagent et qui va nous présenter un petit peu ses différents travaux et notamment le rapport que nous avons réalisé il y a quelques mois. Bonjour à toutes et à tous. Merci Sigrid pour l'organisation de ce workshop. Effectivement, le sujet de l'intelligence artificielle, c'est un sujet qu'on a commencé à explorer il y a quelques mois grâce à différentes entreprises membres de la communauté que vous entendrez au cours de ce workshop qui ont commencé à prendre à bord le sujet. Et ça s'est matérialisé par la remise d'un rapport à la ministre du Travail le 10 février dernier à l'occasion du sommet de Paris sur l'intelligence artificielle. On a trouvé assez important l'idée de pouvoir partager et partager à l'ensemble de notre communauté, mais surtout interroger une partie des entreprises pour savoir quels étaient aujourd'hui leurs usages, les freins et aussi surtout les aspirations qu'elles avaient en matière d'intelligence artificielle. Donc, on a mené une étude avec le mécénat de compétences de Accenture auprès de 40 entreprises françaises de toute taille et secteur d'activité qui permettait de s'interroger voilà, sur cette arrivée de l'IA dans le monde du travail, qui est vraiment une révolution sans précédent, hein. Ça transforme radicalement les méthodes à la fois de production, que ce soit l'automatisation de certaines tâches, la rapidité d'exécution, l'efficacité, là, une précision aussi hein, dans un certain nombre de fonctions, mais aussi ça permet à certains secteurs d'avoir un gain de temps et de productivité assez important. Et donc, ce potentiel de l'IA qui est tout à fait exponentiel, hein, qu'on n'a pas encore totalement, en tout cas, suborné. On n'a pas la capacité forcément aujourd'hui de savoir où est-ce que va s'arrêter l'intelligence artificielle et comment ça va transformer les métiers et les organisations. Et donc, c'est pour ça que on a décidé d'interroger et puis d'aller compiler un certain nombre de ressources. Parce qu'effectivement, selon une étude du FMI qui date de 2024, 62% des emplois de nos économies seraient exposés à l'IA et 27% des emplois seraient fortement complémentaires et en bénéficieraient. Tandis que l'IA pourrait potentiellement se substituer à 33% de ces emplois-là. Et donc l'idée, c'est de se dire comment, dans toute la transformation qu'on a actée au sein de la communauté, les entreprises s'engagent et tout le mouvement hein, qu'on impulse tous ensemble depuis 2018 autour de plus d'inclusion en entreprise, comment on fait en sorte que cette rupture technologique sonne pas la fin des politiques de diversité et d'inclusion en entreprise, mais soit au contraire un outil supplémentaire à disposition des entreprises pour leur permettre d'avancer dans cette dynamique-là. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on a construit les travaux, c'est comme ça qu'on a construit aussi un module de sensibilisation que vous pouvez retrouver sur notre plateforme. On va peut-être vous envoyer le lien dans le chat pour que vous puissiez aller la consulter. Mais justement, l'objectif, c'est que toutes les entreprises de toute taille, tout secteur d'activité, donc toutes et tous qui nous écoutez aujourd'hui, pouvaient avoir quelques clés de lecture. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par IA? Et il y a des professionnels de ça qui vont en parler juste après moi, donc je ne vais pas me lancer forcément dans cette définition, mais il y a plein de types d'intelligence artificielle pour plein de types d'utilisation. On a beaucoup entendu parler de ces IA génératives, et donc c'est peut-être celle que vous connaissez le mieux, mais il y en a plein d'autres qui potentiellement peuvent vous aider dans vos activités et surtout peuvent vous aider en tant qu'RH
pour favoriser la diversité et l'inclusion. Donc, dans ce rapport, je vais vous partager quelques chiffres clés de ce rapport. Donc, effectivement, 19% des entreprises aujourd'hui utilisent l'IA pour renforcer la diversité et l'inclusion dans l'entreprise. Vous aurez des témoignages dans ce workshop qui vous montreront comment concrètement le faire. Cette utilisation se fait à la fois au stade du recrutement, où on a un certain nombre d'outils aujourd'hui qui permettent de lever les biais au recrutement. On va avoir aussi un certain nombre d'outils qui vont nous permettre pour des demandeurs d'emploi de créer leur CV et donc de les accompagner un petit peu plus facilement là-dedans. Et on aura un témoignage de France Travail un petit peu plus tard dans le workshop. On a aussi 56% des entreprises qui se mobilisent pour garantir une IA éthique. Donc, derrière une IA éthique, ça veut dire des usages qui vont être partagés par l'ensemble des collaborateurs. C'est aussi un sujet de dialogue social au sein de l'entreprise. Comment on utilise ces nouveaux outils? Qu'est-ce que ça va transformer dans les activités? Et comment on peut finalement faire en sorte que toute l'entreprise soit acculturée. Et ça aussi, dans votre métier de RH ou de dirigeant d'entreprise, vous avez la capacité d'ouvrir le dialogue sur l'IA en entreprise et vous le verrez, on a des exemples dans ce rapport d'entreprises qui ont vraiment ouvert le dialogue sur ces questions, mais aussi au cours du workshop, on vous présentera notamment une charte que vous pouvez signer sur la plateforme lesentreprises-s'engagent.gouv.fr qui place vraiment le dialogue social au cœur de ces enjeux. Bien sûr, on a des entreprises qui sont enthousiastes à l'idée d'intégrer l'IA dans leurs pratiques, donc avec 62% des entreprises qui nous disent que c'est un potentiel fort, voire très fort pour l'inclusion et la diversité au sein des entreprises. Pour autant, cet enthousiasme, il est nuancé par des craintes, hein. Aujourd'hui, on voit ce chiffre de 60% d'employés qui considèrent que l'IA peut être une source de stress parce que justement, pas forcément un sujet qui a été pleinement abordé au sein de l'organisation. Et donc, là où c'est intéressant, c'est de voir comment vous pouvez aborder ces sujets auprès de vos collaborateurs pour faire diminuer cette source de stress, les impliquer concrètement, à la fois par de la sensibilisation, la formation, mais aussi de la consultation de vos collaborateurs pour savoir comment ils veulent concrètement mettre en place cette IA au sein de l'entreprise. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter ce rapport. Vous y trouverez des cas d'usage très précis qui, certains vont vous être expliqués ce matin, mais pas tous. Vous pouvez venir vous inspirer de toutes ces pratiques, des pratiques qui nous ont été en tout cas mis en avant par plutôt des entreprises de grande taille. Mais j'insisterai sur ce point-là, c'est aussi cette idée du dialogue au sein de l'entreprise, de quels outils on utilise, de comment on sensibilise. Cette question, elle se pose sur les entreprises de toute taille. Elle n'est pas réservée seulement aux grandes. Il y a évidemment un sujet d'investissement et de moyens qui peut être mis là-dedans. Mais il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'outils qui sont assez accessibles et des formations qu'on vous présentera qui sont accessibles pour que justement même des entreprises de plus petite taille puissent profiter de ces outils dans leur politique d'engagement. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus longue et on va rentrer dans le vif du sujet. Merci à toutes et à tous. Bon workshop. Merci beaucoup, Clara, pour cette présentation. Si vous voulez découvrir le rapport plus en détail, je vous ai mis le lien dans le chat. Le rapport est accessible depuis notre site internet. Vous avez une rubrique à la fois sur la page autour de l'intelligence artificielle ou dans la rubrique actualité. Et on passe maintenant justement aux bonnes pratiques, aux outils, comment vous pouvez mobiliser votre entreprise pour vous appuyer sur une intelligence artificielle, mais qui soit digne de confiance, qui soit éthique, responsable et surtout au service de l'inclusion. Donc, Clara, vous mentionnez en effet une charte. En effet, dans le cadre du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui s'est tenu à Paris le mois dernier, plusieurs entreprises ont signé une charte justement dédiée à l'utilisation d'une IA digne de confiance dans le monde du travail. Et plusieurs acteurs de la société civile notamment travaillent à la construction en fait d'un espace et d'un environnement qui soit respectueux autour des usages de l'intelligence artificielle et notamment le collectif Impact AI. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous leur directrice, Roxana Rugina, qui va nous présenter un petit peu leurs travaux et notamment focus sur cette charte qui a été signée déjà par plusieurs entreprises le mois dernier. Merci Roxana d'être avec nous.
Avec plaisir, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout à fait. Euh, je suis la directrice de ce collectif Impact AI qui regroupe 80 entreprises depuis 2018. On s'intéresse à l'IA responsable. Concrètement, en fait, qu'est-ce que c'est l'IA responsable? Euh, Nous, ce qu'on cherche avec les entreprises Impact AI, c'est minimiser les risques et maximiser évidemment les opportunités, mais aussi l'impact positif sur la société. Donc, Impact AI regroupe ces entreprises autour de 5 communautés qui s'intéressent au déploiement de l'IA responsable en interne, à des bonnes pratiques, à des outils. Et ils échangent autour de ça pendant nos ateliers, mais aussi aux impacts que l'IA peut avoir sur le futur de travail, sur la santé et le bien-être des employés, sur la formation, l'upskilling, le reskilling, l'éducation des nouvelles générations. On a vu aussi les impacts sur la nouvelle génération et sur les étudiants. C'est un usage assez marquant des outils d'IA générative. Et sur l'environnement, euh, il y a des entreprises qui sont très engagées et qui mettent ça en priorité aussi pour étudier les impacts de l'IA. Donc, on a des différentes communautés, des différents ateliers et on est ravis aussi qu'à l'occasion du sommet, on a eu l'opportunité de rejoindre ce pledge que vous avez mentionné pour une IA de confiance, puisqu'on faisait déjà des choses depuis des années et on se disait pourquoi pas euh, euh, se, se joindre à cette initiative. Donc, on est ravis d'avoir mobilisé 29 entreprises d'impact AI pour signer le pledge. C'est un manifeste qui a été conçu par le groupe de travail bien en amont de sommet, mais qui a été diffusé largement à l'occasion et qui reprend pas mal des principes que nous avons aussi dans notre charte Impact AI. Euh, Celui de la protection de la vie privée, de la non-discrimination, des principes généraux qu'on retrouve en fait dans ce qui est la définition de l'IA de confiance aussi, aujourd'hui reprise dans l'AI Act, la loi euh, qui régule les différents types de systèmes d'IA. Donc, pour nous, ça faisait du sens. On est ravis d'avoir rejoint ce pledge, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est le travail d'après, c'est comment on le met en place, quels sont les indicateurs, comment on fait des plans d'action et comment on partage surtout euh, ces bonnes pratiques et ces retours d'expérience. C'est pas toujours facile d'avoir des retours positif, surtout que les IA génératifs posent beaucoup de questions qui restent suspendues. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir un espace d'échange et nous, on encourage beaucoup les entreprises à rejoindre des collectifs et des forums pour participer et anticiper les défis, poser les bonnes questions et puis essayer de trouver des solutions ensemble. Ce qu'on fait avec Impact AI, c'est qu'on outille les entreprises par rapport à toutes ces questions. On a produit et sorti aussi toute une série de briefs d'IA responsables, dont un sur la question des biais de genre dans l'IA. On a vu que c'était pas suffisamment, donc on a continué avec un travail qui va être diffusé dans les prochains jours sur la question plus large des billets dans les Act et comment les entreprises peuvent s'outiller, sachant que la réglementation ne donne pas forcément les outils ou les détails de comment il faut se préparer. Donc, c'est avec ce type d'échange qu'on a chez Impact AI, qu'on essaie de mettre en place des bibliothèques d'outils pour que les entreprises
puissent suivre et se préparer, se mettre en conformité. Mais c'est obligatoire. Donc, il y a des sujets où on peut vraiment aider, équiper les entreprises pour s'engager et être préparé pour anticiper les différents défis au-delà des principes sur lesquels elles s'engagent. Je ne sais pas où je suis de mon temps, mais j'avais juste peut-être un message aussi sur la mise en place de l'IA responsable qui concerne peut-être plusieurs piliers. Il y a la partie éthique, comme je disais, dans le pledge qu'on a signé, il y a plusieurs principes. Euh, éviter la discrimination, garantir l'équité, c'est essentiel et c'est aujourd'hui inclus aussi dans la loi. Donc, tout le monde veut être conforme. Donc, il faut se trouver les moyens de mettre en place une gouvernance. Donc, ça, c'est le deuxième pilier, la gouvernance, comment on intègre des processus de contrôle et de prise en main de cette responsabilité. Et, euh, et le troisième, c'est l'échange de bonnes pratiques et le suivi qui est très important. Euh, sans oublier un dernier qui est peut-être la base et que tout le monde est d'accord sur la formation et la sensibilisation. C'est l'un des premiers pas à faire aussi dans la mise en place de gouvernance, sensibiliser les équipes pour assurer une diversité et pour parler des différents sujets qu'on a vus dans le recrutement, l'existence des billets à tous les niveaux de la conception d'un outil, que ce soit pour le recrutement ou pour la gestion des équipes ou simplement pour communiquer et pour créer les fiches de poste. Il y a des exemples et des articles qui essayent de mesurer les impacts que les biais peuvent avoir sur euh, les, les usages et aussi les différentes personnes, utilisateurs directement. Donc, le plus connu, c'est Amazon et leur exemple d'utilisation dans le tri des CV. Euh, ils avaient un moteur qu'ils utilisaient qui s'est prouvé être biaisé. Donc, ils ont dû l'enlever pendant une période pour régler ces problèmes. Mais ça date depuis des années. Aujourd'hui, avec les LLM, on a des questionnements beaucoup plus spécifiques et personnalisés, puisqu'en fonction du prompt qu'on fait et de la connaissance que le LLM a de notre expérience, il peut comporter d'autres biais euh, quant en relation avec nous directement. Donc, ça nous interroge sur cette question de mesure, évaluation continue, euh, qui est très importante et à laquelle personne n'a les réponses. Donc, il est important qu'on avance ensemble en s'engageant aussi dans des initiatives collectives. Merci beaucoup, Roxana. Merci pour cet éclairage très intéressant. Et d'ailleurs, si les participants veulent voilà, en apprendre un petit peu plus sur la charte, je vous ai mis le lien. La charte, elle est accessible depuis nos sites internet, donc vous pouvez aller la consulter et potentiellement aussi rejoindre la liste des signataires. Et peut-être pour expliquer le propos de Roxana, le plus intéressant, je pense, c'est de vous présenter une entreprise qui a rejoint cette démarche, qui s'est engagée aussi avec le collectif. Et donc, pour cela, on a la chance d'avoir avec nous Guy Mamoumani, qui est le cofondateur du groupe Open et qui va nous expliquer un petit peu voilà, comment son entreprise s'est engagée dans cette démarche-là. Bonjour, je suis aussi administrateur de Impact AI et à ce titre, évidemment, j'ai porté ce pledge et cet engagement pour Open. Alors, pour résumer un petit peu la vision que nous avons, je voudrais l'illustrer par
une intervention qui a été faite au cours de la journée de l'AI Action Summit au ministère du Travail, où un représentant au niveau mondial d'ailleurs, hein, syndical au niveau mondial, à qui on a posé la question, est-ce que vous avez peur de l'IA? Eh bien, il a répondu, non, non, pas du tout, nous n'avons pas peur du tout, mais nous sommes inquiets. Et en fait, je crois que ça, c'est un point qui illustre parfaitement la nécessité de ces engagements que nous prenons. Euh, la première raison, c'est évidemment de porter une vision responsable, positive, sans angélisme de l'utilisation de l'IA. Et dans ce pledge, j'allais presque dire, c'est ce qui est le fil rouge, hein. Deuxièmement, l'utilisation de l'IA pour justement diminuer les inégalités, pour s'en servir comme d'un outil de croissance, et par conséquent donc d'être positif par rapport à l'utilisation de l'IA. Je rajouterai d'ailleurs que il est inutile maintenant, je crois, de résister, hein. On a tous compris que l'IA va rentrer dans tous les rouages de l'entreprise, voire de la société d'ailleurs, hein. Et par conséquent, oui, il y aura des suppressions d'emplois, beaucoup. Il y aura des créations d'emplois, j'en suis convaincu aussi, certainement au moins autant, mais l'immense majorité des emplois va être transformée. Et ça, c'est le message que nous souhaitons porter de façon à avoir une utilisation proactive de l'IA, de ne pas subir l'IA dans nos entreprises, mais au contraire, de pouvoir l'utiliser comme un moyen eh bien, d'améliorer les choses, le dialogue, les recrutements, on en a parlé, et j'allais presque dire pour une entreprise comme Open, qui est une entreprise technique, une entreprise de développement informatique, une entreprise qui offre des outils de transformation numérique, c'est aussi un outil de productivité. Et c'est peut-être un peu l'originalité hein, que Open a portée dans cette signature de pledge, c'est que il ne s'agit pas pour nous de proposer, peut-être que ça arrivera un jour, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas, de proposer des solutions d'IA à nos clients, mais de les utiliser dans notre production. Alors, nous avons, à Open, c'est une société qui a plus de 4000 personnes, hein, qui travaille à 95% en France, et avec des centres de services. Et là, ces centres de services sont en train de s'approprier l'IA, de développer ce qu'on appelle des agents IA dans le développement, justement, et d'envisager des gains de productivité très importants. J'en profite aussi pour dire que je m'insurge contre toutes les déclarations que j'entends régulièrement sur la disparition d'un certain nombre de métiers, et en particulier celui de développeur par l'intelligence artificielle générative. Alors, moi, ça fait 40 ans que je suis l'informatique. Ce n'est pas la première fois qu'on annonce de la disparition du métier de développeur et je suis absolument convaincu que ça ne sera pas le cas. En revanche, oui, comme dans des tas d'autres métiers, le développeur qui saura utiliser l'intelligence artificielle générative remplacera le développeur qui ne saura pas l'utiliser. Et c'est par conséquent presque la conclusion hein, de mon discours, de notre engagement, de ce que représente finalement l'engagement de ce pledge. La solution est dans l'acculturation, l'éducation et la formation. Donc ça, c'est presque, j'allais dire, la recette miracle. Nous avons entamé chez Open une formation massive, d'abord de nos développeurs, en effet, et qui permet dès à présent d'avoir une utilisation beaucoup plus efficace et productive dans la réalisation de nos projets. J'en profite pour dire d'ailleurs que comme avant l'intelligence artificielle générative, on était plutôt en pénurie de développeurs. Donc, oui, l'intelligence artificielle générative ne va pas remplacer, ne va pas supprimer des développeurs, mais au contraire, permettre de compenser cette pénurie et d'être aussi efficace. Et puis, la deuxième chose, c'est une formation aussi massive de l'ensemble des collaborateurs, parce que ça soit, par exemple, dans le métier d'Open, qui est celui du recrutement, qui est une j'allais dire, actions les plus importantes pour nous,
ou que ça soit dans la communication, le marketing, eh bien, l'intelligence artificielle est en train de nous apporter vraiment une efficacité que nous n'avions pas. Donc, d'un côté, on a la formation de ce qu'on appelle nos productifs, hein, et d'un autre côté, une formation massive de tous les autres collaborateurs afin de gagner en efficacité et de gagner en productivité. Pour conclure, je rajouterai que il est absolument impensable que l'intelligence artificielle, ben, comment j'allais dire, nous permette de reproduire ben, les défauts que nous avions dans l'ancien monde. Donc, il est absolument impératif que les questions de biais, auxquelles Impact AI est très sensible, les questions d'inclusion, parce qu'il n'est pas question qu'on rajoute une exclusion d'IA à l'exclusion numérique que nous avons, à cette fracture numérique que nous avions déjà. Et donc, toutes ces questions-là font partie des engagements que nous avons pris bah, afin justement d'avoir une société plus harmonieuse, plus sereine et aussi plus efficace. Voilà. Merci beaucoup, Guy, pour cet éclairage. C'est très intéressant et je pense que ça donne des bonnes pistes pour nos participants qui se posent des questions, je pense, sur ces usages. Et on parlait justement d'outils. Donc, on va rentrer aussi dans le vif du sujet là-dessus, avec deux témoignages d'entreprises qui sont engagées à nos côtés. Alors, on va commencer par l'entreprise Adecco, avec Diana Aximusa, qui est responsable développement IA et digital et qui va nous présenter un outil très intéressant qui permet justement de lutter contre les discriminations, notamment dans le cadre de processus de recrutement. Diana, je vous laisse la parole pour nous le présenter. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous et ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et donc le focus aujourd'hui, ce sera vraiment de vous montrer comment le groupe Adecco allie l'IA et l'inclusion dans tous ses projets. Et je vais passer à, c'est bon. Super, il y a la première slide qui s'affiche. Et donc, on va commencer en fait par vous présenter les 5 piliers, en tout cas, sur lesquels le groupe se base pour créer ses projets IA aujourd'hui. En introduction, Clara évoquait tout à l'heure l'éthique IA. Et vous le voyez bien à l'écran, l'éthique, c'est notre premier pilier. Et en fait, l'éthique, c'est vraiment au cœur de notre identité et constitue, je dirais, le principe fondamental de notre approche de l'utilisation des technologies d'IA aujourd'hui. Le deuxième pilier sur lequel on met vraiment de la valeur aussi, c'est évidemment l'humain au centre. On veille aujourd'hui sur l'ensemble de nos process IA et sur toutes nos initiatives IA à ce que les systèmes justement d'IA que nous développons et utilisons ne causent aucun préjudice. Et ça, c'est vraiment important pour nous puisqu'en fait, ce principe, il implique de protéger la dignité humaine et aussi l'intégrité mentale et physique. Le troisième pilier sur lequel on se base sur toutes nos initiatives IA, c'est, vous le voyez à l'écran, la transparence. La transparence, pour nous, elle est essentielle pour promouvoir vraiment la compréhension, la confiance, et je reviens aussi à l'équité et le sens des responsabilités sur chaque initiative qu'on peut déployer au sein du groupe. Le quatrième pilier, c'est tout ce qui va être au niveau de la sécurité. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu ce phénomène de nouvelles technologies, donc peur, en termes de données sensibles, sécurisées, etc. Beaucoup peuvent se demander aussi parmi nos candidats, clients, collaborateurs, où vont les données. Bien, en fait, nous, on y répond par ce pilier-là, par la sécurité, puisqu'on veille vraiment à ce que les données, système d'IA et environnement opérationnel, et tout ce qui est autour du stockage soit sûr, sécurisé et robuste sur le plan technique. Donc, pour ça, on a mis en place des process sur chacune de nos initiatives pour s'assurer que ce pilier-là est toujours respecté sur tous les projets IA qu'on peut développer au sein du groupe. Et enfin, le dernier pilier sur lequel on se base en termes d'initiative IA, c'est évidemment le légal. Donc dedans, en fait, on développe et utilise toutes les solutions IA qui sont évidemment conformes à toutes les lois en vigueur. Donc je vous parlais tout à l'heure de protection de données, de confidentialité, mais aussi de lutte contre la discrimination. Et pour cela, en interne, on a une direction qui est la direction diversité et inclusion. Et en fait, dans chaque étape de notre projet, cette équipe-là est sollicitée
pour veiller en fait à ce que notre projet IA respecte vraiment tous les critères et qu'il soit conforme à toute loi et règle en vigueur aujourd'hui. En plus de respecter chacun de ces piliers sur nos initiatives IA, dans notre gouvernance, on met en place des formations pour justement faire monter en compétence nos collaborateurs sur le sujet de l'inclusion. Par exemple, dernièrement, c'est toute l'équipe digitale qui a été reformée à nouveau pour être vraiment au fait des dernières évolutions et des dernières normes à connaître. Et comme ça, en fait, elles sont prises en compte dès le démarrage de chacun de nos projets pour faire en sorte que tous les outils qu'on développe soient accessibles à tous. En tout cas, c'est vraiment l'un de nos enjeux dans toute la gouvernance de nos projets IA. Et donc, hop, je bascule juste de slide. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un de nos outils phares, qui est le CV Maker, pour rester dans la thématique de l'IA et de l'inclusion. Le CV Maker, c'est quoi? C'est un outil interne qui permet aujourd'hui de générer des CV. C'est une solution qu'on a développée avec notre filiale technique au sein du groupe qui est Acodis. Et donc en fait, concrètement, comment ça marche? Grâce à l'IA et à la reconnaissance vocale, en fait, on peut générer un CV très rapidement, très facilement et aussi gratuitement. C'est vraiment un service qu'on met à disposition de l'ensemble de nos candidats. C'est-à-dire que c'est pour nos candidats et il est facilement visible sur notre site internet et accessible par tous. Concrètement, comment ça marche? En fait, le candidat, il va sur l'outil et il va énoncer son parcours, ses formations, ses expériences. Et l'IA, en fait, va capter toutes ces informations, tous ces éléments-là, et les retranscrire dans un CV en complétant chaque rubrique. Donc, il y a de l'IA générative aussi qu'on a rajouté en plus de la reconnaissance vocale. Donc, ça permet de générer un CV très facilement et très rapidement. Quand je dis rapidement, c'est qu'en 3 minutes top chrono maximum, le CV est généré et templété et le candidat peut le télécharger. Alors pour nous, c'est un outil qui est très inclusif puisqu'en fait, il s'adapte aux personnes qui ont des déficiences visuelles, puisqu'en fait, toute la technologie a été conçue pour. Et pour la petite anecdote, le développeur d'Acodis, donc notre filiale technique, est une personne malvoyante. Et c'est lui qui a contribué au développement de cet outil-là. Donc c'était un challenge aussi pour lui de faire en sorte que l'outil puisse répondre à cette norme. Il est aussi inclusif puisqu'en fait, il permet, par exemple, à des candidats qui ont des difficultés rédactionnelles ou à mettre un petit peu en ordre leurs idées, etc., de construire un CV vraiment professionnel assez rapidement. Et puis, le dernier point, en tout cas, sur ce CV-là, c'est qu'il est disponible dans plusieurs langues, donc facilement accessible aussi par tous. Et du coup, ce CV-là, cet outil-là, il est live maintenant depuis 2023. Et il faut savoir aussi que la business unit Umando, qui est en fait la filiale du groupe qui est assez focus insertion, a validé cet outil et le fait qu'il soit accessible aussi aux personnes éloignées de l'emploi. Donc, c'est vraiment un atout pour nous et c'est vraiment un service qu'on met à disposition de nos candidats. Et la dernière nouveauté depuis mai 2024, c'est que CV Maker, cet outil-là, a été intégré aussi dans l'Emploi Store de France Travail. Donc, il est d'autant plus accessible par tous les chercheurs d'emploi. Donc, ça fait partie de l'un de nos outils phares. Évidemment, on a d'autres projets tournés autour de l'IA et qui respectent toutes les normes et les piliers dont je vous ai parlé en introduction. Mais aujourd'hui, on a décidé de faire un focus sur celui-ci en particulier. Voilà. Merci beaucoup, Diana, pour votre Merci à présentation. vous. En effet, c'est un outil qui est très intéressant. Je vous ai mis d'ailleurs le lien dans le chat si vous voulez aller y jeter un œil. Et en effet, utilisé par France Travail pour permettre à chacun de générer facilement des CV. Merci beaucoup pour cette présentation et sur la façon dont vous travaillez sur les sujets autour de l'intelligence artificielle. On va passer sur un autre témoignage, un autre cas d'usage qui a notamment été illustré dans le cadre du rapport que Clara vous a présenté en début de ce workshop. Cette fois-ci, c'est l'entreprise Microsoft, Microsoft France. On a avec nous aujourd'hui Philippe Trottin, qui est directeur de la mission handicap et accessibilité, et qui va nous présenter, je crois, la façon dont Microsoft utilise l'intelligence artificielle en faveur de l'inclusion, notamment des personnes en situation de handicap au sein de l'entreprise.
Oui, puis ouais, je voulais aussi féliciter le groupe ADECO hein, sur le CV Maker, puisque je suis aussi trésorier de l'association Arpège, donc on accompagne en fait des jeunes en situation de handicap pour trouver leur voie. Et une des principales problématiques pour eux, c'est de créer leur CV en avance de phase, et donc on les oriente vers ce type d'outils comme CV Maker. Voilà. Oui, donc moi je voulais aborder l'IA, mais de façon un peu globale, au sens où lorsque l'on va finalement parler d'IA, on est avec l'IA générative dans une évolution de l'intelligence artificielle. On ne va pas dire que l'IA est née il y a 2 ans lors de la sortie de ChatGPT. On va plutôt aussi parler de tous ces outils qui permettent finalement de faire cette inclusion. Typiquement, si je suis non-voyant, bah, je peux avoir besoin, par exemple, de me faire décrire une image. Et donc, le simple fait d'avoir une solution qui va prendre une image et va être capable de la vocaliser, ou le simple fait de pouvoir gérer du sous-titrage de façon automatique, bah, c'est des choses qui viennent en fait avec toutes les solutions d'intelligence artificielle qui sont déjà disponibles dans les outils du quotidien. Donc, quand on regarde dans les outils finalement qui sont déjà disponibles dans la suite Microsoft 365, allez, on va dire 70% des outils d'accessibilité, donc qui favorisent l'emploi des personnes en situation de handicap, utilisent déjà des technologies d'intelligence artificielle. Alors évidemment, ces technologies, elles sont aujourd'hui augmentées avec l'IA générative. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit au préalable. Hein. Les notions évidemment d'éthique sont particulièrement importantes. La sécurisation des données aussi, c'est majeur dans la mesure où on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quelle donnée. Mais ça offre aussi vraiment des grandes opportunités pour les personnes en situation de handicap. Quand on va parler de ressources humaines, on a finalement différents axes à adresser. On a des axes qui sont liés déjà à l'identification pour un candidat d'un poste potentiel et puis de ce que fait l'entreprise vers laquelle il postule. Donc la simple capacité à avoir un site accessible, un site web accessible, par exemple, peut favoriser l'accès à des talents en situation de handicap aux organisations. Ensuite, on a le processus de recrutement à proprement parler. Et là, on va aussi pouvoir utiliser de l'intelligence artificielle pour favoriser ce processus. Je vais prendre un exemple concret. J'étais hier avec un élève de troisième en stage chez Microsoft. C'est un élève qui est sourd. Typiquement, on n'avait pas d'interprète en langue des signes avec nous, en l'occurrence hier. Ils avaient lundi et mardi, mais pas hier. Et donc, on a échangé en utilisant du sous-titrage, en utilisant de la dictée vocale pour favoriser ces questions et lui expliquer comment postuler dans l'entreprise et suivre en fait ce processus de recrutement. Puis après, il y a la partie intégration. On va pouvoir aussi s'assurer que finalement tous les outils que l'on met à disposition pour se former peuvent s'appuyer sur des sujets d'IA. Je vais prendre un exemple concret. J'ai une assistante de direction qui jusqu'à présent, elle faisait une présentation aux personnes qui intégraient l'entreprise, donc de façon à présenter l'entreprise. Et puis évidemment, à l'issue de cette présentation, les nouveaux collaborateurs ou collaboratrices allaient lui poser des questions en permanence. Elle a créé un agent dans lequel elle a rajouté dans cet agent un certain nombre d'éléments, donc les mails qu'elle avait reçus précédemment, les documents qu'elle avait créés, des présentations qu'elle avait collectées. Et à partir de là, elle fait sa présentation et elle donne accès à cet agent. Et donc, les collaborateurs peuvent poser des questions à l'agent pour mieux connaître les process, mieux connaître les personnes en charge des différents sujets dans l'entreprise. Donc, finalement, elle s'est soulagée de toutes les questions qu'elle pouvait avoir au préalable en remplaçant toutes ces questions par la mise à disposition d'un agent. Et puis après, bien entendu, hein, par rapport aux solutions qu'on vient de présenter, toutes les solutions bureautiques notamment, les outils de collaboration, intègrent de l'IA au quotidien. Aujourd'hui, on est sur Zoom, on n'est pas sur Teams, mais dans Teams, par exemple, une personne malentendante peut poser des questions en direct pendant une session et dire à un moment donné, bah voilà, tiens, j'ai pas bien compris ce qu'a dit tel intervenant, est-ce que tu peux me donner une information? Et là, l'IA générative va, sur la base de la transcription de la réunion, être capable de répondre aux questions de la personne. Donc en fait, quand on regarde un peu dans tous les processus, que ce soit sur la phase de recrutement ou sur la phase de maintien dans l'emploi, on utilise majoritairement en fait des solutions d'intelligence artificielle. Alors, je voulais prendre aussi des exemples très concrets. Hein. Il y a une solution que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. C'est une solution gratuite qui a été développée par un développeur non-voyant de Microsoft qui s'appelle SakibShake, qui va, sur la base d'une photo, être capable de décrire une scène. Hein, une personne arrive, elle a juste à prendre une photo avec son téléphone et on va lui décrire très précisément
tout ce qui va apparaître dans la pièce. Ça peut être des objets sur un bureau, ça peut être. Voilà. Donc, on peut aussi, avec ce type d'application, par exemple, rechercher des objets du quotidien que l'on a oubliés ou qu'on a perdus dans la salle avec un apprentissage de la localisation de ces objets. Euh, on a des solutions, évidemment, aussi qui peuvent améliorer l'interaction avec l'environnement Microsoft 365. Donc, quand on dispose d'une licence Copilot, on va pouvoir, par exemple, faire des recherches de mails. Je voudrais savoir ce qui a été dit dans le cadre des échanges avec les entreprises s'engagent. Automatiquement, je vais récupérer une synthèse très complète des échanges que j'ai pu avoir. Donc, ça me permet d'éviter d'avoir à rechercher dans ma messagerie toutes ces informations. Donc, ça réduit le stress et puis ça amène à des personnes qui peuvent avoir un handicap cognitif un certain nombre de difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Donc, j'ai pris un certain nombre d'exemples, on les parcourra pas de façon exhaustive, mais le simple fait, par exemple, d'être en capacité de préparer un brouillon de mail de façon automatique ou de pouvoir remplacer un usage. Euh, je suis, par exemple, j'ai un handicap à une de mes mains, bah, je vais pouvoir créer une présentation de façon automatique sur la base d'un document que j'ai créé, alors que bah, j'aurais dû le faire avec ma seule main valide, ça m'aurait pris énormément de temps. Moi, je suis dysorthographe, par exemple, donc je vais prendre cet exemple, le dysorthographe. J'ai tendance à dicter de l'information avec ma voix et je demande à l'intelligence artificielle de reformuler le résultat, ce qui me permet d'avoir une qualité écrite de très bonne qualité ou la capacité à décrire une image pour une personne non-voyante. Voilà. Donc, je ne vais pas tout balayer parce qu'en fait, des usages comme ça, il y en a énormément. Euh, je voulais terminer mes propos par une formation que l'on lance avec l'AGFIP et la Direction interministérielle du numérique qui sortira demain à l'occasion de l'Université des référents handicap qui a lieu actuellement à Marseille, donc aujourd'hui et demain, dans lequel on fait une formation sur l'emploi et le numérique. Et donc, je vous invite à l'utiliser. Ça sera disponible gratuitement sur le site de l'AGFIP. Donc voilà. Merci beaucoup, Philippe. C'était vraiment très intéressant. Je pense que ça nous donne beaucoup de clés de lecture et surtout d'exemples très concrets pour voir comment on peut utiliser ces outils au service de l'inclusion. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et d'ailleurs, je vous disais dans le chat, si vous voulez retrouver d'autres exemples d'entreprises engagées qui ont mis en place des bonnes pratiques sur les usages de l'intelligence artificielle au service de l'inclusion, pardon, on a créé un module spécifique aussi sur notre site qui recense les premiers exemples et les premières bonnes pratiques qu'on a pu identifier et on a vocation à l'enrichir. Donc, n'hésitez pas à le consulter et puis à nous proposer aussi peut-être d'autres exemples qu'on pourrait référencer. Et alors vous parliez justement, Philippe, en fin de propos, des outils de formation, de sensibilisation. J'ai vu que dans le chat aussi, certains participants le mentionnaient, donc ça tombe bien. On voulait aussi vous présenter les différents outils qui sont à votre disposition pour vous former, vous sensibiliser, également accompagner vos équipes. Donc pour cela, on va vous présenter en premier lieu les outils qui sont proposés par BPI France. Et on a la chance d'avoir avec nous Hélène Clément, qui est la directrice de BPI France Université, qui va nous présenter un petit peu quels sont les outils de formation, de sensibilisation qui sont à votre disposition et sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Hélène, je vous laisse la main. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, côté BPI France Université, on déploie une offre très très large sur l'IA. Mais peut-être en introduction, si tout le monde ne sait pas ce que nous faisons, je pense que tout le monde connaît BPI France, pas forcément BPI France Université. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner les chefs d'entreprise, les dirigeants, et les faire monter en compétences, en fait, pour qu'ils soient, pour résumer, de meilleurs patrons. Donc, on leur propose des formations. Il y a tout un volet présentiel, mais je vais me focaliser sur le volet digital. L'idée, c'est d'aider les entreprises à débloquer leur plein potentiel. Et donc, quand je dis de meilleurs patrons, c'est sur les sujets type sciences de gestion, mais aussi donc finance, marketing, RH, hein, tout ce qu'on peut voir dans une école de commerce, pour résumer. Également, surtout des sujets type soft skills, tout ce qui est leadership, prise de parole, ce genre d'outils utiles à un patron pour incarner son entreprise et sa vision. Et puis, tous les enjeux du moment.
Et dans les enjeux du moment, je mets toutes les transitions, tous les sujets que BPI France travaille sur tous ces métiers, c'est-à-dire les transitions climatiques, donc énergétiques, environnementales, tout ce qui est transition numérique, donc on va y venir, la data, l'IA, la cybersécurité, et puis l'innovation également et l'international. Le rationnel étant que des entreprises plus innovantes, plus structurées seront plus fortes et plus à même d'aller à l'international et d'être pérennes. Donc, je redescends au niveau d'université et de notre proposition de formation pour les dirigeants en digital. Elle prend la forme d'une plateforme qui existe depuis 2015. Donc, l'adresse c'est bpifrance-université.fr et dessus, il y a plus de 500 formations, donc sur toutes les thématiques que j'ai citées, qui sont accessibles librement. Et en 2024, pour vous donner une idée de volumétrie, on a 30 000 apprenants uniques qui se sont formés sur la plateforme. Avec beaucoup de thématiques différentes, mais sur l'IA, on a énormément développé dernièrement, depuis fin 2023, avec notamment un gros programme en partenariat avec l'État qui s'appelle IA Booster France 2030 et des formations qui étaient qui sont toujours la phase 1 d'un programme avec ensuite du conseil et une structuration qui va crescendo selon ce que les entreprises découvrent de leur capacité sur l'IA. Sur le volet formation, on a aujourd'hui une quarantaine de ressources en ligne avec des formats très différents, des webinaires, des vidéos très pratiques, des études de cas, des tables rondes. Enfin, on a vraiment différents sujets. Mais le but, c'est vraiment d'acculturer à l'intégration des solutions IA, de permettre aux entreprises d'évaluer leur maturité et de se projeter dans ce qu'elles pourraient développer. Je ne suis pas certaine d'avoir beaucoup insisté sur le terme PME, mais notre cible, c'est vraiment pas les grands groupes, c'est toutes les entreprises. Et le message sur l'IA, typiquement, c'est vous êtes concernés, même sans être une énorme entreprise. Il est important de ne pas laisser passer le train de l'IA en termes de compétitivité, de disruption possible, il faut s'y intéresser. Et c'est vraiment tout l'objet de ces contenus et de toutes les idées qu'on veut faire passer avec ces formations. Et il faut savoir qu'elles ont rencontré quand même un grand succès, puisque ça doit représenter à peu près 20% de notre trafic sur le site l'année dernière. Et ça continue. On continue à proposer des nouveaux contenus régulièrement au fil de l'eau. Donc, c'est accessible librement. N'hésitez pas à y aller. Pour recentrer sur notre sujet RH, on a parmi toutes les formations déjà diffusé 2 webinaires qui sont vraiment bien dans le sujet, où on s'est attaché à intégrer l'IA en entreprise avec un dialogue, une formation, un soutien des collaborateurs, qu'il n'y ait pas de défiance, enfin une acceptabilité difficile. Donc, ça fait partie de tous les sujets abordés. Vraiment, on balaye, j'aurais peut-être dû commencer par ça, avec les fondamentaux de l'IA, comment on prompte, toutes ces choses-là, les problèmes éthiques, enfin, tout est balayé dans l'information. Et sur le volet RH, donc on a eu un premier webinaire sur les mutations de la fonction RH à l'ère de l'IA, qui est accessible en replay, et un autre assez récent en fin d'année 2024 avec Yann Ferguson, que vous connaissez peut-être, qui participe avec l'INRIA et le ministère du Travail au programme Labor IA, sur la transformation des métiers et donc comment faire que les employés se sentent soutenus et valorisés dans leur utilisation de l'IA. Et on a un autre webinaire qui arrive le 10 avril et vous pouvez déjà vous inscrire avec le QR code qui est là sur le rôle du dirigeant dans une organisation transformée par l'IA. Donc on va continuer à creuser ce sillon en parlant de feuilles de route,
de chartes internes, IA, des KPI éventuellement à mettre en place, et puis évidemment le compromis entre productivité et bien-être des collaborateurs. Tout ce qu'il faut réfléchir pour pouvoir intégrer au mieux l'IA dans son entreprise. J'ai peut-être été trop rapide. Non, c'était Je peux parfait. l'écouter. Merci. Merci beaucoup. On va relayer sur le chat, en effet, les différentes formations hein, qui sont gratuites, parce que la question a été posée dans le chat. Donc, je vous indique en effet qu'elles sont bien gratuites et accessibles à tous. Donc, merci Ouais, il beaucoup, suffit de Eugène. créer un compte sur la plateforme, en fait, mais c'est gratuit. Super. OK. Parfait. Donc, on vous relaie ça et puis on vous enverra de toute façon aussi à tous les participants les liens vers les différentes formations qui ont été mentionnées. Et donc, pour terminer et clôturer ce workshop, on va vous présenter les travaux qui sont menés sur ces sujets par France Travail. Parce que France Travail mène beaucoup de travaux à développer plusieurs choses sur les sujets de l'intelligence artificielle et du recrutement. Et donc, pour cela, on va accueillir Stéphane Campion, qui est le responsable intelligence artificielle chez France Travail et qui va nous présenter un petit peu les différentes actions qui sont menées par cette structure. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Déjà pour vous restituer le contexte, alors j'ai pas préparé de PowerPoint. Je me suis dit que pour 7 minutes, ce serait peut-être plus intéressant de se concentrer sur ce que j'ai à vous dire plutôt que de vous projeter des diapositives. En termes de contexte, juste, ça fait à peu près une dizaine d'années que Pôle Emploi, désormais France Travail, a investi dans la donnée et l'intelligence artificielle. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que tous ces travaux sont guidés par notre charte éthique, la boussole de l'ensemble des réflexions, des cas d'usage, des sujets qu'on adresse, c'est guidé par notre charte éthique. C'est une charte éthique qui est publique. Hein. On a été l'un des premiers, si ce n'est le premier opérateur public et ou privé à définir une charte éthique et à la rendre publique. Cette charte éthique, aujourd'hui, elle s'appuie aussi sur la création d'un comité éthique externe qui est composé notamment de sociologues, de philosophes, de représentants de demandeuses et demandeurs d'emploi, de scientifiques, de représentants des organisations syndicales et également de représentants des entreprises. Tout ça pour dire que au-delà de publier une charte, on a aussi un premier niveau d'opérationnalisation du contenu de cette charte par l'intermédiaire de ce comité éthique qui est là pour challenger nos réflexions, nous pousser aussi sur le pourquoi on le fait, avec qui on le fait et finalement quelle est la réelle finalité au-delà d'avoir un impact d'efficience et d'efficacité, ce qui permet d'avoir un équilibre entre des usages, des envies d'aller vers et en même temps une réalité, notamment autour de l'intelligence artificielle, de la gestion des biais, de la non-discrimination, du côté inclusif de ce que ça peut apporter ou pas, et d'être attentif à tous ces sujets-là avec un vrai regard externe et pas juste quelque chose qui serait constitutif d'un regard interne qui serait produit par un petit nombre de personnes. Donc ça, c'est pour le contexte éthique. L'objectif derrière tout ça, sur l'IA, c'est que nous, on souhaite mettre en place une IA qui soit responsable, qui soit de confiance et qui soit souveraine. Tout ça au service de l'humain. Donc, tous les travaux, tout ce qu'on mène, tous les produits que je vais vous partager là rapidement au regard du temps imparti, c'est guidé par ça. Il faut que ce soit de confiance, responsable, souverain et au service de l'humain. C'est ça qui guide finalement la mise à disposition des produits qui sont opérés par l'intelligence artificielle chez France Travail. Encore une fois, l'intelligence artificielle chez France Travail, c'est pas sur tous les sujets. On n'en met pas partout pour en mettre. On l'exploite sur 3 dimensions. La première dimension, c'est une capacité à libérer du temps pour nos collaboratrices et nos collaborateurs pour qu'ils puissent concentrer leur expertise métier sur l'humain, notamment. La deuxième dimension qu'on exploite, c'est la capacité à améliorer l'expérience utilisatrice-utilisateur. Quand on dit ça, c'est aussi, j'entendais les précédents partages qui étaient réalisés, c'est de dire aujourd'hui on a une technologie, des capacités qui nous permettent, via le langage naturel, d'offrir une nouvelle expérience, d'offrir une capacité différente d'interagir avec des produits, avec des corpus documentaires, avec des données dans un système d'information, avec une application. Et cette nouvelle expérience doit permettre d'être plus inclusive et plus innovante.
Donc il y a cette dimension d'inclusion, d'inclusivité qui est importante, je pense, et qui aujourd'hui est possible par l'intermédiaire de l'utilisation des technologies d'IA générative qui sont accessibles. La troisième dimension, ça a été évoqué aussi précédemment, c'est la notion d'acculturation, de sensibilisation. Donc il y a aussi un vrai sujet autour de la manière dont on sensibilise nos publics internes et nos usagers sur ce qu'est l'intelligence artificielle générative, comment on s'en sert, finalement, quels sont les éléments à avoir en tête. Ça a été évoqué tout à l'heure, la notion de prompt. Enfin, moi, j'appelle ça du contexte, mais c'est parce que j'aime bien parler français, mais le vrai mot, c'est prompt. Pour pour avoir une expérience qui soit la moins déceptive possible ou la moins frustrante possible avec une IA générative, ou en tout cas un produit qui est basé sur une IA générative, il faut bien comprendre comment on lui parle, comment on lui donne du contexte. Et ça, c'est tous les sujets de sensibilisation et d'acculturation qu'on réalise en interne et qu'on propose aussi à nos demandeuses et nos demandeurs d'emploi, notamment par la publication d'un calendrier de l'IA qui est accessible pour l'ensemble des demandeuses et demandeurs d'emploi qui, par des petites pastilles, des vidéos, des explications, permettent de se sensibiliser et de s'acculturer en tant que demandeuse, demandeur d'emploi sur les sujets d'intelligence artificielle générative. Euh, de manière concrète, Sigrid parlait de produits. Euh, on a lancé il y a un an, donc il fête ses un an, le programme Data IA chez France Travail. Il a tout juste un an, là, hier. Euh, la volonté, c'est de créer des produits pour, par et avec le terrain. Quand on dit ça, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a aussi changé notre démarche et notre manière de fonctionner dans la création, la mise à disposition des produits. C'est qu'on est allé sur le terrain pour capter les irritants de nos usagers. Et c'est à partir de ces irritants qu'on a construit les chantiers, les premiers produits du programme Data IA. En synthèse, les irritants, ça n'étonnera probablement pas grand monde, mais c'était bien que ça remonte du terrain. On n'a pas assez de temps pour faire ce qu'on a à faire, pour mobiliser notre expertise métier. On a plein d'activités, de tâches chronophages qui nous font perdre du temps. Le deuxième irritant remonté, c'est beaucoup d'applications, beaucoup de produits. Il y en a trop. On est obligé d'ouvrir X onglets à un moment quand on veut mettre à jour les choses. Finalement, on n'a pas forcément le temps pour les mettre à jour. Si on n'a pas le temps pour les mettre à jour, ça veut dire qu'on a une perte de données et surtout une perte de données fraîches sur nos usagers, que ce soit côté recruteur ou côté demandeur d'emploi. Donc, ça ne favorise pas non plus le dites-le nous une fois. Et ça met aussi en difficulté la conseillère et le conseiller qui est obligé de redemander des choses, potentiellement parce qu'elles n'ont pas été complètement intégrées dans le système d'information. Donc, on a travaillé sur ces deux irritants-là, les irritants pour gagner du temps, pour faire gagner du temps à nos conseillères et nos conseillers, notamment dans leur travail au quotidien. Et on a aussi, quand je vous parlais tout à l'heure de la deuxième dimension, qui était d'améliorer l'expérience utilisatrice-utilisateur, on a aussi travaillé sur d'autres modalités qu'offre l'interaction avec du langage naturel pour aller vers nos usagers, que ce soit demandeuses, demandeurs d'emploi ou recruteurs, pour leur proposer une autre manière de réaliser du rapprochement. J'entendais juste avant la notion de très petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, quand vous êtes une TPE ou une PME, votre métier, c'est pas la RH. Vous avez vous avez un besoin plus ou moins imminent d'une compétence ou d'une personne que vous allez former. Et aujourd'hui, la manière dont vous la réalisez, c'est qu'on vous demande de créer une offre d'emploi et de la publier. Et quand vous êtes demandeuse ou demandeur d'emploi, on vous demande de créer un CV potentiellement. Et on fait un rapprochement entre ce CV et cette offre sur des compétences qui matchent ou qui ne matchent pas en fonction. On s'aperçoit que quand on est une TPE, une PME, on a autre chose à faire que de créer une offre d'emploi. Quand on est une demandeuse ou demandeur d'emploi, on n'a pas forcément systématiquement des CV qui sont très riches, avec des expériences très riches. Pour autant, on a des choses à dire. Donc cette nouvelle expérience, c'est aussi de proposer des produits qui permettent de mettre de côté l'objet CV et de mettre de côté l'objet offre, et plutôt par une conversation vocale guidée par une IA générative, de se présenter, de dire, OK, voilà ce que je sais faire, voilà les contraintes que je peux avoir, voilà le type de métier qui m'intéresse, voilà le type d'environnement dans lequel je suis le plus à l'aise. Et on voit bien que tous ces éléments-là, ce ne sont pas des éléments que classiquement on retrouve dans un CV. Et en miroir,
côté recruteur, l'entreprise se présente, pas d'une structuration d'une offre. Elle présente le fait, elle peut se valoriser autrement par rapport à l'ADN de l'entreprise, par rapport à des sujets qu'elle offre à ses salariés, des tickets restaurants, un CE de tel type, une capacité à mobiliser un collectif autour d'activités sportives. Donc en fait, on essaye de proposer une autre façon de se présenter, une autre façon d'exprimer ses contraintes, d'exprimer ses attentes. Et par l'intermédiaire d'une conversation guidée vocale, on a une capacité de proposer du rapprochement potentiellement à des publics qui, dans un système de rapprochement classique, compétences, contenu d'une offre, ne se seraient peut-être pas rencontrés. Donc la notion d'inclusion au sens large du terme, c'est aussi utiliser ses capacités pour repenser la manière de se faire rencontrer des gens qui peut-être ne se seraient pas rencontrés autrement. Donc ça se matérialise dans un produit aujourd'hui. Euh, le champ, sur la partie libérer du temps à nos collaboratrices, nos collaborateurs, on a mis à disposition ChatFT. ChatFT, vous voyez bien, si vous enlevez FT et que vous remplacez GPT, vous comprenez ce qu'il y a derrière ChatFT. Donc ChatFT, c'est le premier produit, la première expérience chez France Travail de l'utilisation d'une capacité d'IA générative. ChatFT, c'est une capacité classique de synthèse, de traduction, de structuration, de ne pas partir d'une feuille blanche, d'organiser un petit peu son travail. Donc ça, c'est le premier produit qui est sorti du programme Data IA de France Travail. Et quand j'entendais le mot adoption aussi tout à l'heure, aujourd'hui, Chat France Travail est utilisé par à peu près 30 000 collaboratrices et collaborateurs. Et quand je dis utiliser, c'est pas juste une connexion unique, c'est une utilisation quotidienne, une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois, en fonction de leurs besoins. Donc ça, c'est le premier produit, ChatFT. La vraie valeur qui nous est remontée du terrain, parce que encore une fois, c'est bien pour, par et avec le terrain qu'on fait ça. C'est pas moi qui réfléchis ou d'autres personnes qui réfléchissent aux produits qui sont intéressants pour nos usagers. C'est eux qui nous disent ce dont ils ont besoin. Une fois qu'on a proposé Chat France Travail, ils nous ont remonté le fait que, OK, c'est bien sympa, mais nous, on aimerait bien aussi pouvoir interagir en langage naturel avec des documents, des photos, des PowerPoint, des docs, peu importe. Donc, on a, à leur demande, intégré à Chat France Travail une capacité à interagir en langage naturel avec l'ensemble des documents disponibles aujourd'hui sur le marché. Donc ça, c'était une première évolution. Et une fois qu'on a dit ça, le vrai intérêt pour une entreprise ou pour un opérateur avec des missions de service public comme France Travail, c'est la capacité de coupler ce langage naturel avec les données du système d'information. Donc là, on a remis à côté de ChatFT ce qu'on appelle des FTs. Alors c'est pareil, FTs, on s'est inspiré, c'est le même champ lexical que les GPTs. Ce qui se cache derrière, c'est finalement un module métier qui correspond à un périmètre métier. Et ce périmètre métier, en dessous, vous y allez pouvoir y accéder en langage naturel, c'est-à-dire vocalement ou textuellement, au système d'information sans passer par l'application qui d'habitude vous permet d'aller utiliser les informations. Je vous donne une illustration. Quand une demandeuse, une conseillère ou un conseiller France Travail reçoit une demandeuse ou un demandeur d'emploi, elle a son application qui lui permet d'aller récupérer la synthèse, par exemple, des derniers éléments qu'il y a eu entre France Travail et cette demandeuse et ce demandeur d'emploi. Bah, plutôt que d'aller cliquer, naviguer, on lui offre la possibilité en langage naturel d'aller interagir directement avec l'ensemble des informations de cette demandeuse ou ce demandeur d'emploi. Typiquement, quand on dit gagner du temps, si vous avez un rendez-vous dans 5 minutes avec une demandeuse, un demandeur d'emploi, vous activez votre micro et vous dites que vous recevez Madame Henry dans 5 minutes et que vous souhaiteriez avoir une synthèse des derniers contacts qu'il y a eu entre Madame Henry et France Travail. Voilà, c'est fini. Et là, le FTease renvoie l'ensemble des éléments de contact entre Madame Henry et France Travail. Et si on veut aller un petit peu plus loin, ce que ne permet pas une application, par exemple, mais l'IA générative et le langage naturel le permet, c'est dire, OK, au regard de ce que tu sais de Madame Henry, au regard des derniers éléments de contact qu'on a eus, quelle serait la meilleure action à lui proposer? Voilà, c'est ça aussi, toute la capacité de mettre à disposition des outils qui permettent de faire gagner du temps et surtout d'interagir de la manière la plus simple possible avec des données, qu'elles soient des données d'un système d'information ou des corpus documentaires.
Donc, ça, c'est la galaxie Chat France Travail. Je vous parlais de l'expérience utilisateur vocale pour faire du rapprochement. On a aussi un autre produit qui est une conversation guidée par une IA générative par SMS qui permet à nos conseillers et nos conseillers d'aller dialoguer directement avec les demandeuses et les demandeurs d'emploi en SMS. L'objectif de ça, c'est quoi? L'objectif, c'est de valider de manière très rapide et surtout d'avoir les données les plus fraîches possibles, un certain nombre de prérequis concernant une offre. Donc, typiquement, la conseillère et le conseiller va pouvoir sélectionner une offre, le salaire, la mobilité, l'ensemble des prérequis qu'elle souhaite valider auprès de cette demandeuse ou de ce demandeur d'emploi. Et tout ceci va être guidé par une conversation en SMS via une IA générative. Ce qui permet quoi concrètement? Ce qui permet d'aller directement au plus près de la demandeuse et demandeur d'emploi et de récupérer les informations les plus fraîches sur cette demandeuse et sur le demandeur d'emploi, valider le fait qu'elle est concrètement intéressée par l'offre, que le salaire lui convient, potentiellement la mobilité qu'elle a permet de répondre à cette offre, et tout ça en profitant des capacités d'une IA générative qui comprend les intentions d'une conversation. C'est la grosse différence avec ce qu'on pouvait avoir entre quand on veut vérifier la mobilité de quelqu'un et si moi je réponds OK, j'ai une trottinette. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que la modalité de mobilité trottinette, au regard de l'offre et au regard de là où vit la personne, c'est une capacité qui est recevable. C'est ça aussi toute la puissance de ces IA génératives, c'est cette compréhension des intentions et le fait d'avoir une vraie conversation et pas quelque chose qui ressemble plutôt à ce qu'on faisait avant, qui est finalement un logigramme. Si oui, je fais ça, sinon je fais ça. En fait, quelque chose de très enfermant et quelque chose qui, en termes d'expérience utilisateur-utilisatrice, n'est pas très, très intéressant. Donc, globalement, en synthèse, on a aujourd'hui une galaxie de produits autour de ChatFT, donc des capacités d'IA générative classiques qui sont à disposition de toutes et de tous et qui leur permettent, en fonction de leur activité, d'aller l'utiliser. On a augmenté ChatFT avec des FTs qui sont des modules métiers sur lesquels là, vous avez vraiment une capacité à interagir avec les données de France Travail sur l'ensemble des pans, soit indemnisation ou autre. Et vous avez deux autres produits qui sont des produits qui améliorent le sourcing et qui aussi améliorent la qualification et la connaissance de nos usagers. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques minutes. Merci beaucoup, Stéphane. C'est très intéressant, je pense, pour nos participants d'appréhender voilà, la façon dont vous travaillez, que ce soit sur les différents enjeux que vous pouvez avoir et puis sur les nouveaux sujets en fait, qui sont liés au recrutement et à les ressources humaines en fait, et leurs nouvelles applications. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je vous remercie et ça fait une belle conclusion pour notre workshop parce que ça a permis de rebondir un petit peu sur les différents points qui avaient été évoqués tout au long de l'heure que nous avons passé ensemble. Donc, je tiens à remercier alors déjà tous nos intervenants et intervenantes pour leur mobilisation et leur disponibilité aujourd'hui. Bien sûr, tous les participants qui étaient connectés avec nous aujourd'hui parce que je crois que vous étiez nombreux. Comme d'habitude, nous vous enverrons dans les prochains jours un email qui vous permettra de retrouver à la fois le replay de ce workshop, mais aussi les différentes présentations des intervenants, les outils qui ont été présentés pour que vous puissiez les retrouver. Et nous vous donnons rendez-vous, donc, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouveau workshop de la communauté Les entreprises s'engagent. Très bonne journée. Au revoir.